Alors, la fiscalité immobilière en France, un sujet souvent perçu comme un véritable casse-tête, est particulièrement lourd, non? Hmm, tout à fait. Lourd, c'est le mot. D'ailleurs, pour donner une idée, l'OCDE estime que nos prélèvements sur l'immobilier sont presque le double de la moyenne de leurs pays membres. C'est énorme. Mais c'est un chiffre qui marque, en effet. Ça situe bien le poids de la fiscalité immobilière chez nous. Donc ce soir, on explore cette fiscalité complexe. On va s'appuyer sur les discussions récentes d'experts lors des rencontres de la fiscalité. C'est ça. L'objectif, c'est de saisir un peu les taxes principales, de comprendre leur effet. Sur la crise actuelle du logement, sur l'investissement aussi, j'imagine. Exactement. Et puis, examiner les pistes qui sont envisagées pour l'avenir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est le constat principal qui ressort de ces discussions? Eh bien, le constat qui est largement partagé, c'est celui d'une fiscalité qui est non seulement lourde, mais surtout d'une accumulation de taxes. C'est un peu ça le nœud du problème. Une accumulation, c'est-à-dire? Ça s'empile à chaque étape, quand on achète, pendant qu'on détient le bien, quand on perçoit des revenus, et même à la transmission. Ah oui, on pense aux droits de mutation, les fameux frais de notaire. Exactement. Et puis la taxe foncière, dont l'assiette est souvent critiquée, vous savez, basée sur des valeurs locatives parfois très anciennes, déconnectées du marché actuel. Mhm. Il y a aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui cible spécifiquement ce patrimoine, et bien sûr, les impôts sur les revenus locatifs qui s'ajoutent. Donc une sorte d'empilement fiscal, comme vous disiez. C'est tout à fait ça. Et au-delà du poids, le vrai problème, c'est aussi, et peut-être surtout, l'instabilité. L'instabilité. C'est-à-dire que les règles changent tout le temps. Voilà. Les réformes sont fréquentes. On a vu la fin annoncée du dispositif Pinel, qui soutenait quand même pas mal la construction neuve. Oui, ça fait beaucoup parler. Il y a des ajustements constants sur la fiscalité des locations meublées, type Airbnb notamment. Toute cette complexité, ajoutée à cette incertitude permanente, eh bien logiquement, ça freine la décision d'investir. On comprend bien. C'est difficile de se projeter. C'est un peu comme essayer de construire sur un sol mouvant, quoi. Ça n'encourage pas l'investissement à long terme. Et j'imagine que cette complexité, ça rend l'immobilier moins attrayant par rapport à d'autres placements, comme les placements financiers. C'est un point qui est souvent soulevé, oui. Les placements financiers, pour beaucoup, ils bénéficient de la flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique à 30%. C'est simple, c'est clair. Et pour l'immobilier locatif, Pour l'immobilier locatif nu, si on additionne tout, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, et pour certains contribuables l'IFI, eh bien des calculs montrent que le taux global d'imposition peut grimper et même dépasser les 50%. ah oui, quand même. Surtout dans les tranches marginales d'imposition les plus élevées. Donc la comparaison avec la flat tax est assez frappante, disons. Pourtant, il y a quand même des zones où c'est plus favorable, non? Je pense à la résidence principale, par exemple. Absolument. Et c'est là un des paradoxes du système. L'exonération totale de la plus-value quand on vend sa résidence principale, c'est un avantage énorme. C'est assez spécifique à la France. En son ampleur, oui. D'ailleurs, l'OCDE elle-même suggère de la plafonner, parce qu'ils estiment que ça pourrait favoriser une concentration excessive du patrimoine immobilier et réduire la mobilité. Je vois. Et à l'inverse, pour l'investissement locatif? À l'inverse, on observe une tendance plutôt à réduire les avantages. C'est net pour le meublé touristique, par exemple, le régime fiscal simplifié, le micro-BIC, est en train d'être durci. L'idée, c'est de l'aligner davantage sur celui de la location nue classique, qui est généralement moins favorable. D'accord. Et sur le terrain, concrètement, quelles sont les conséquences de toute cette situation fiscale? Alors là, les conséquences, elles sont très concrètes et assez préoccupantes. On parle d'une crise du logement qui s'aggrave. Oui, on en entend beaucoup parler. Il y a une chute marquée du nombre de transactions immobilières et surtout une vraie pénurie de biens à louer sur le long terme. Comment ça s'explique, cette pénurie? Il y a plusieurs facteurs. Certains propriétaires retirent leurs biens du marché locatif parce qu'ils ne peuvent pas financer les rénovations énergétiques qui deviennent obligatoires. Les fameux DPE, oui. Exactement. D'autres propriétaires basculent vers la location de courte durée, qu'ils jugent plus rentable ou en tout cas moins contraignante fiscalement ou réglementairement. Ce qui réduit l'offre pour ceux qui cherchent à se loger à l'année. Voilà. Et tout ça, ça bloque la mobilité des salariés, des familles qui peinent à trouver un logement. Et comme on l'a dit, la fin du Pinel, sans réel dispositif de remplacement aussi incitatif, ça n'aide pas à relancer la construction neuve pour les particuliers investisseurs. C'est un tableau assez sombre. Face à ça, quelles sont les pistes de réflexion? Quelles solutions sont envisagées? Alors, plusieurs pistes émergent des débats d'experts. La simplification, ça revient tout le temps, c'est un besoin criant. Simplifier, oui.
Et harmoniser peut-être? L'harmonisation aussi, oui. Faut-il aligner les règles fiscales entre la location nue et la location meublée? Entre la courte durée et la longue durée? Ce sont de vraies questions. Mhm. Certains experts s'interrogent aussi sur la pertinence de certaines exonérations qui sont acquises après une très longue durée de détention. Par exemple, les 30 ans pour l'exonération de plus-value sur une résidence secondaire ou un bien locatif. Pourquoi? Ça bloque le marché. Ça peut inciter à conserver des biens très longtemps, peut-être au détriment d'une remise sur le marché, d'une fluidité. C'est une question ouverte. Et des idées plus constructives pour encourager l'investissement. Oui, une idée souvent avancée, c'est celle de l'amortissement fiscal pour le bailleur privé qui fait de la location longue durée. L'amortissement, comme pour les entreprises? Exactement. Permettre au bailleur de déduire chaque année une partie de la valeur du bien de ses revenus locatifs, comme ça se fait déjà pour la location meublée professionnelle, LMP, ou LNMP au régime réel. Mais avec des contreparties, j'imagine. Oui, bien sûr. En échange d'engagement. Proposer une location longue durée, pratiquer un loyer maîtrisé, par exemple. L'idée, c'est d'orienter l'investissement vers ce dont on a le plus besoin. D'accord. Et la FNAIM, la Fédération immobilière, elle propose quoi? La FNAIM va même plus loin. Elle propose une exonération totale des revenus locatifs après 10 ou 15 ans de détention, toujours dans cette idée de stabiliser l'investissement et de soutenir l'offre locative durable, et aussi peut-être de constituer un complément de retraite. On sent donc une volonté de reconnaître et peut-être de mieux encadrer le rôle du bailleur privé, hein. Oui, tout à fait. L'idée d'un véritable statut du bailleur privé fait son chemin. Il s'agirait de créer un cadre juridique et fiscal plus clair, plus stable. Pour redonner confiance, en somme. Voilà, redonner confiance et flécher l'épargne des Français vers la location longue durée, qui est absolument essentielle pour loger le pays, pour loger la population active notamment. Donc, pour résumer un peu, la fiscalité immobilière française, elle est vraiment à la croisée des chemins. C'est exactement ça. D'un côté, on a ce besoin urgent, criant de logements abordables, et donc d'investissement pour construire, pour rénover. Oui, les besoins sont immenses. Et de l'autre côté, on a ce système fiscal qui est perçu comme lourd, complexe, instable, et parfois même contradictoire dans les signaux qu'il envoie. C'est tout le paradoxe. L'équilibre est vraiment difficile à trouver entre les objectifs de recettes fiscales pour l'État et les collectivités, l'objectif d'équité entre contribuables, et puis la nécessité de soutenir un secteur qui est absolument clé pour l'économie et pour la vie quotidienne des gens. Alors, pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Peut-être qu'il faut regarder au-delà des simples ajustements fiscaux qui semblent un peu sans fin. C'est une bonne question. La vraie question n'est-elle pas de savoir si l'on doit explorer plus franchement, plus audacieusement peut-être, d'autres modèles pour l'accès au logement? D'autres modèles, comme quoi par exemple? Je ne sais pas, on pense parfois aux coopératives d'habitation qu'on voit en Suisse par exemple, ou bien à des modes de financement sur des durées très très longues, ou encore à ces mécanismes qui dissocient la propriété du terrain de celle du bâtiment. Ah oui, comme les baux réels solidaires ou les organismes de foncier solidaire qui se développent un peu. Voilà. Peut-être que la solution durable, elle se niche moins dans des ajustements fiscaux constants que dans une manière différente d'envisager la propriété immobilière elle-même. C'est une piste intéressante, en effet. Ça dépasse la seule fiscalité, ça interroge notre rapport même à la propriété. Voilà. De quoi nourrir la réflexion. Bonne soirée. Bonne soirée.